rappelle je rappelle à toutes celles et ceux qui nous suivent que vous pouvez poser des questions, qu'on a 30, on a un créneau de 30 minutes, donc profitez-en. Peut-être déjà rappeler, présenter votre cabinet, Bien c'est pour sûr, ceux qui ne le connaîtraient pas. ce que j'allais Voilà. faire, je dois vous avouer. Je m'appelle Pascal Agosti, je suis avocat associé au sein du cabinet Caprioli Associés, un cabinet qui va fêter l'année prochaine ses 30 ans. Donc ça fait quand même pas mal pour je dirais, un paysage qui est en mutation constante. Donc on se retrouve avec un certain vécu, une certaine histoire qui, à l'heure de la volatilité, est ma foi, fort utile parce que ça nous permet de nous souvenir de ce qui s'est passé pour au mieux fonder demain. Voilà. Donc le passé au service du présent et du futur. Donc ça, c'est une petite chose. Donc plus particulièrement, on travaille sur les questions de dématérialisation, de digitalisation, suivant la terminologie que vous voudrez employer depuis maintenant, depuis le début, hein, on va dire. Hein. Eric a écrit une thèse sur le crédit documentaire et quant à moi, j'ai commis aussi une thèse sur la signature électronique en 2000. Ça ne veut pas dire que nous sommes de joyeux théoriciens qui ne pensons le droit que dans les sphères éthérées, mais au contraire, nous avons l'habitude de travailler là-dessus, sur la matière, les mains dans le cambouis, depuis 2000, où justement, depuis la loi du 13 mars 2000, beaucoup de choses ont évolué, vous l'imaginez bien, et l'actualité récente, et je suis sûr que vous reviendrez dessus ultérieurement, démontre justement que la digitalisation est partout, partout, partout. Donc là, il y a beaucoup de questions et c'est vrai que je dirais 30 minutes, comment faire pour embrasser la totalité de ces questions en 30 minutes? J'ai l'impression d'être Jacques Bauer dans 24 heures, sauf que c'est 30 minutes chrono. C'est ça, c'est 30 minutes chrono, exactement. Ah ben alors justement, on y va parce que je voulais vous partager une citation, c'est peut-être pas une citation, quelque chose qu'a dit un des speakers dans une conférence sur le salon d'Occupation en début d'année. Il me disait, les juges aujourd'hui ne s'occupent, alors je le cite, les juges ne s'occupent aujourd'hui plus d'une affaire si l'entreprise n'est pas capable de prouver que les documents produits sont authentiques, un contrat, facture, n'importe quoi. Il y a 5 ans, on pouvait venir avec sa clé USB, aujourd'hui c'est différent. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une réalité? En fait, c'est très étonnant. Je dois vous avouer que cette assertion m'étonne. En fait, le juge, désormais, commence à avoir une éducation dans le domaine du numérique. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'un document numérique peut être remis en cause par rapport à certains éléments, mais par rapport, comme on pourrait le faire sur un document papier. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que maintenant, le juge attend des garanties. Là, mon associé, Hélène Choucré, qui est en charge du contentieux, s'est retrouvé avec des dossiers qui démontrent justement que le juge attend des choses particulières. Attend, par exemple, que le client, notre client, vienne avec des éléments qui démontrent l'entièreté d'une liasse contractuelle, c'est-à-dire la preuve que tout a bien été signé dans la liasse contractuelle, les 54 pages, les 60 pages. Et donc, ce sont ces éléments qui sont mis en avant. Le juge n'est pas ni réfractaire, ni enthousiaste au numérique. Il est là de manière froide à juger en fonction des éléments qui vont être fournis. Donc, dire qu'en venant avec sa clé USB, c'est suffisant, ça va dépendre. En fait, il n'y a pas de réalité absolue. La réalité judiciaire, c'est celle d'un homme ou d'une femme, un homme avec un grand H, qui se retrouve confronté à la réalité de la vie des affaires. En gros, ce qui va l'importer, c'est ce qui va être vraisemblable. Et évidemment, on va se retrouver aussi avec le questionnement de la vétusté des moyens informatiques chez les juges. J'ai une amie qui est juge
et qui amène sa ramette de papier pour imprimer de chez elle. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Donc, c'est pour expliquer que là, on est sur un truc basique, une impression, mais c'est également la même chose si on va se retrouver avec des éléments, des outils informatiques qui sont un peu vétustes, qui sont un peu datés. Par contre, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est aussi qu'ils ont l'habitude désormais d'utiliser la signature électronique qui doit être apposée sur leur décision. Donc, vous voyez, ce n'est pas une réalité monolithique, ça va dépendre des personnes, de leur âge, soyons honnêtes, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Ça va dépendre du lieu où ils sont. S'ils sont dans des grandes villes, le matériel sera peut-être plus adapté. Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent en cause. Ce n'est pas une réalité binaire faite de 1 et de 0, c'est une réalité humaine avec toutes les nuances de gris que la vie humaine connaît. Bon, bah je répondrai ça à cet interlocuteur parce que j'avais noté sa phrase, elle m'avait surprise. Elle est choquante. Je la trouve choquante parce que c'est méconnaître la vie du prétoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. L'important, c'est que l'avocat puisse être de manière à convaincre, il soit là pour convaincre. C'est notre force de conviction qui est importante pour être la voix de notre client. Je comprends. Alors, une autre question, une étude qui est apparue ces derniers jours qui disait que 81% des dirigeants d'entreprise soulignent le besoin de normes et de réglementations mondiales pour l'IA. Est-ce que, à votre connaissance, l'IA est-elle déjà encadrée ou est-ce qu'il existe des projets en ce sens Alors, il y a une norme qui existe au niveau de l'AFNOR. Je crois que, peut-être que certains membres de l'auditoire pourront me reprendre sur le numéro. Je crois que c'est la 42001. Je peux me planter sur le numéro, d'accord? Mais il existe déjà des normes et c'est une norme, je dirais, générale. Mais si vous voulez, au fur et à mesure, on va avancer. Donc, si on parle de normalisation technique, sachez que ce sont des projets qui sont un petit peu partout et qui sont là pour donner les principaux éléments autour de l'intelligence artificielle. Mais là, on parle de normes techniques. Vous avez vu passer l'actualité. Si vous ne l'avez pas vu passer, je ne comprends pas comment vous deviez habiter dans une caverne ces derniers jours. Mais vous avez vu également que l'AI Act est passé par le Conseil, a été validé par le Conseil au niveau européen et que nous devrions avoir sous peu sa promulgation dans le cadre du journal officiel de l'Union européenne. Ce texte, soyons très clairs, c'est 425 pages. 425 pages qu'il faut lire avec un mélange entre vocabulaire juridique, vocabulaire technique et parfois des interrogations qui restent encore pendantes. Vous voyez. Donc, si vous voulez, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces réglementations ne sont pas là pour dire si tel système d'intelligence artificielle est bon ou pas. C'est pas ça l'objectif. Là, ce que ça permet de faire, c'est de mettre en place des trames pour installer, pour encadrer le début, pour mettre en place les systèmes d'intelligence artificielle et surtout pour permettre aux grosses sociétés de conseil de pouvoir vendre leur expertise pour dire, voilà, on va mettre des grilles et avec ces grilles, on va pouvoir savoir si vous êtes ou pas compliant vis-à-vis de la réglementation. Mais par rapport, moi, le texte qui m'intéresse, en tant qu'avocat, le règlement, il est intéressant, hein, voilà. Mais c'est le projet de directive sur la responsabilité liée à l'intelligence artificielle. Celui-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que on va se retrouver avec la confrontation entre toutes les entités qui mettent en place ces systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit le client et qui développe ces systèmes d'intelligence artificielle à l'aide de ce que fournissent des OpenAI ou autres. Mais surtout, ce que ça va permettre de dire, c'est comment est-ce que je détermine qui est responsable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système d'intelligence artificielle et les actes, les œuvres
qui vont découler des systèmes d'intelligence artificielle peuvent avoir des impacts juridiques. Ces impacts juridiques, il y a quelqu'un qui doit en être responsable. Ça se passe mal, on se retrouve avec quelque chose qui cause un préjudice, eh bien, qui est responsable? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est l'utilisateur? Ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette idée de matrice de responsabilité en fonction de comment le système d'intelligence artificielle a été entraîné, avec quel type de données, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et autant ce règlement est un règlement qui encadre, mais qui encadre, je dirais, de manière, comme le RGPD, de manière anxiogène. Parce que pour moi, je trouve que le RGPD est là pour rassurer, et je comprends tout à fait tout ce qui a pu être dit lors de la dernière session avec M. Lefebvre et la personne de l'ARS. Là, on se retrouve pour encadrer, c'est-à-dire pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Avec l'autre, on va pouvoir déterminer qui est responsable ou pas. C'est pas la même logique. A priori, a posteriori. Très bien. Non, très bien, très bien. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. J'étais dans ma grotte. Non, mais je suis sûr, dans le projet de directive, ils l'ont mis de côté pour mettre en avant le règlement, ouais. Parce que là, il y avait du buzz, parce qu'il y avait OpenAI, parce qu'il y avait plein de choses. Vous voyez, comme ça buzzait comme un des fous en 2023, ils se sont dit, bah, tiens, il faut absolument qu'on mette l'accent là-dessus. Mais franchement, pour un juriste, ce qu'il y a d'important, c'est les questions de responsabilité. D'accord. Alors, l'an dernier, on avait parlé des EIDAS, du règlement EIDAS de la version 2. Oui. On en avait un peu parlé, en étant un peu dans le flou. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même plus clair. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent ce qui change et comment ça va impacter les acteurs de ce marché? Alors, ça a changé depuis le 11 avril 2024. C'est la date du règlement modifiant donc le règlement de 2014 en ce qui concerne l'établissement d'un cadre européen relatif à une identité numérique. Identité numérique, on en a parlé lors de la précédente session. Donc, qu'est-ce qui est mis en place? Un portefeuille européen d'identité numérique. KESACO. Un portefeuille d'identité numérique, c'est quelque chose qui est offert aux personnes physiques ou morales et qui a plusieurs fonctionnalités. Les premières fonctionnalités, ça va être tout ce qui va concerner la capacité de disposer, collecter, stocker, conserver, etc. les données personnelles qui me concernent. Les données personnelles, et M. Lefebvre avait également dit les attributs. C'est un mot très important. Mettez-le dans un petit coin de votre esprit. Première chose. Ce que ça va permettre de faire également, ça va permettre d'assurer une reconnaissance entre un portefeuille d'identité numérique et un autre. Ça va permettre également de pouvoir mettre à disposition, suivant des dispositions qui se retrouvent, je crois, dans les articles 5 bis et suivants du règlement IDAS 2, les données que je souhaite, les attributs que je souhaite à des parties utilisatrices, c'est-à-dire des acteurs qui ont décidé d'être enregistrés, de s'enregistrer pour pouvoir disposer de données ou d'attributs. Ça, c'est un autre point. Après, ce que ça permet de faire également, ces portefeuilles d'identité numérique, c'est de gérer, évidemment, les effacements et, je dirais, la compliance par rapport au RGPD. Mais tout ça sous le seul contrôle de l'utilisateur, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. Le représentant d'une personne morale, je ne l'ai jamais rencontré dans l'ascenseur. Donc, ça, c'est le portefeuille d'identité numérique. Vous avez compris, c'est à la fois quelque chose qui me permet de m'identifier sur des services publics privés, qui me permettent une reconnaissance. Ce sont c'est quelque chose qui va me permettre de faciliter justement ma reconnaissance vis-à-vis de tous ces services. C'est quelque chose également qui va servir, et j'ai oublié de le dire, de permettre d'activer ou d'utiliser, parce que le terme honnêtement n'est pas très bien choisi dans le cadre du règlement IDAS,
des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés, de les activer. Alors, on ne sait pas trop comment ça se passe et on attend les actes d'exécution pour savoir comment le portefeuille d'identité numérique et la signature électronique qualifiée vont être mis en interaction. Signature électronique qualifiée qui pourra être utilisée de manière gratuite à des fins non professionnelles. Alors, à des fins non professionnelles, qu'est-ce que ça veut dire non professionnel? Alors, sachez que c'est quelque chose non professionnel qui est défini dans certaines directives relatives aux droits de la consommation. Donc, ça a une signification bien particulière. Et là, il va falloir bien expliquer pour savoir ce que l'on peut faire pour pouvoir utiliser, activer, je ne sais plus le terme exact, les signatures électroniques qualifiées gratuitement via son portefeuille d'identité numérique, sachant que ce portefeuille d'identité numérique est Security by Design dès le début, donc on se retrouve avec quelque chose qui doit être fondé, que ce portefeuille d'identité numérique doit être certifié vis-à-vis du Cyber Security Act de 2018, donc on se retrouve avec quelque chose quand même qui est bien solide, hein, et que ce portefeuille d'identité numérique, lorsqu'il y a une atteinte à la sécurité, il y a tout un pan du règlement IDAS 2 qui en parle. Donc, voilà, je voulais vous dire cela, peut-être que j'oublie des choses, mais bon, après, pour le portefeuille d'identité numérique, c'est pas 30 minutes qu'il me faudrait, c'est 2 heures. Donc, pour rentrer dans le détail et expliquer de manière claire. Pourquoi est-ce que j'accélère un peu? Parce qu'il y a l'autre partie. Là, on a parlé de la partie identité numérique, ok? Maintenant, on va parler des services de confiance. Les services de confiance, ben, il y a des évolutions et des révolutions. Alors, les évolutions, qu'est-ce que c'est? Les évolutions, ça a trait à tout ce qui va concerner les signatures électroniques qualifiées et les cachets électroniques qualifiés. Désormais, et c'était inscrit dans le marbre du règlement IDAS, on va pouvoir disposer de ce type de signature électronique qualifiée activée à distance. Ça veut dire qu'on peut faire de la signature électronique qualifiée à distance. Sachez que certains nous diront, et ils auront raison, que certains prestataires le proposaient déjà. C'était compliqué à mettre en place, il y avait une latence, une acceptation par rapport à certains États. Ça, c'est important à l'avoir à l'esprit. Je crois qu'on pouvait l'avoir au Luxembourg ou en Allemagne, enfin, de l'activation à distance. Je crois qu'il y avait quelqu'un de LuxTrust et peut-être qu'il pourra répondre à cette question. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est acté, c'est dans le marbre du règlement et c'est applicable sur l'ensemble du territoire européen. Signature électronique qualifiée, cachet électronique qualifié. On change. Là, maintenant, on va parler de certaines révolutions. On a parlé, je pense que vous l'avez mis dans un coin de votre esprit, des attributs. Les attributs, en fait, c'est les attestations électroniques d'attributs, c'est le vrai terme. Ce qui va être intéressant, désormais, c'est de ne donner que le juste niveau d'identité, le juste niveau d'information personnelle que l'on me demande. Un exemple. On veut savoir que je suis majeur. La plupart du temps, on me donne toutes les informations qui me concernent, ma date de naissance, etc. Dans ce cadre-là, le prestataire de service de confiance qui délivre ce type d'attestation va juste dire « Je vous garantis que Pascal Agosti est majeur. » Point barre. Point barre. Il ne saura pas mon âge, il ne saura pas où je suis né, il saura juste que la personne est majeure. Il ne saura peut-être pas mon nom. La seule chose qui est importante étant de savoir que la personne qui accède à tel site est majeure. Voilà. Vous avez des idées de ces éléments. Donc, ce sont des attestations d'attributs à partir de différentes sources. Des sources de confiance. Alors, les sources de confiance, ça va être très intéressant de voir qui va se positionner par rapport à ça. Et les sources publiques. Dans ce cadre-là, on se retrouve avec 2 niveaux qui seront différents. C'est quelque chose qu'il faudra expliquer un peu plus tard. Pas forcément ici, mais un peu plus tard, en fonction des retours des uns et des autres. Attestation d'attributs. Ensuite, et ça intéresse, on est une journée sur la démat de Archimag, archivage. Le service d'archivage électronique devient un service de confiance. Par rapport à ça, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la grande question qui m'est posée actuellement, c'est de savoir, mais ce service d'archivage électronique qui va être qualifié,
par rapport à des actes d'exécution qui ne sont pas encore publiés. Est-ce que moi, avec mon service d'archivage électronique, mon système d'archivage électronique qui est conforme Z42013, avec mon coffre-fort numérique Z42020, est-ce que ça va être un service d'archivage électronique qualifié? Ce à quoi je vais répondre, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, d'autant plus que contrairement aux services qui sont certifiés conformes à une norme, Z42013, Z42020, le service d'archivage électronique qualifié va bénéficier d'une présomption. Parce que c'est ça l'intérêt des services de confiance. C'est de disposer de présomption de fiabilité. Là, ça va être par rapport à l'intégrité des données archivées, par rapport à l'authenticité de l'origine pour un service d'archivage électronique qualifié. Donc, par rapport à ça, ça va être quelque chose qui va avoir une plus-value, notamment dans un débat probatoire. Parce que, pour reprendre votre première question, la question qui peut revenir, c'est, pour un juge, est-ce que ce que vous me donnez, c'est bien ce qui était valable à l'époque? Et l'intégrité, cette présomption d'intégrité dont je viens de vous parler, va permettre de répondre à cette question. En tout cas, de faciliter la compréhension du juge. OK? Donc, service d'archivage électronique qualifié, est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Est-ce que ça peut avoir les mêmes effets? Attendons les actes d'exécution ou essayons au contraire d'avoir une approche proactive en déterminant comment faire des correspondances. Moi, je l'avais vu sur les signatures électroniques d'un côté IDAS et de l'autre côté, il y avait tout ce qui concernait le RGS, qui n'est pas mort d'ailleurs. On verra ça à la fin de l'année 2024, si tout va bien. On croise les doigts. Donc, parce qu'il se passe quoi à la fin de l'année 2024, à ce sujet? Il y aura peut-être un nouveau RGS, on verra. D'accord. C'est en tout cas dans les papiers de l'administration. Donc, après, il y a les ledgers. Donc, par rapport à ça, les ledgers qui seraient... Alors, il faut bien avoir à l'esprit, le ledger s'appuie sur la blockchain. Ce n'est pas la blockchain, ça s'appuie. Okay? Donc, ça va nous permettre de dire qu'on va pouvoir avoir des prestataires de services de confiance, c'est-à-dire qu'on va individualiser, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va porter un service de confiance, donc quelqu'un qui va être responsable, ce qui est un petit peu contre-intuitif lorsqu'on connaît le système, l'écosystème de la blockchain. Donc, ce que l'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir utiliser des ledgers qualifiés et dans lequel la chronologie et l'exactitude de la séquence va pouvoir être garantie avec quelqu'un qui est responsable, qui est le prestataire de service de confiance. Vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir le faire sur la blockchain publique, qui est diffuse, et quand il y a du flou, il y a un loup quelque part. Là, on va avoir des gens qui seront clairement identifiés. Ça, on a vu déjà 1, 2, 3, 4. Il nous reste un service de confiance, si je ne m'abuse. Et ce dernier service de confiance, on a vu les ledgers, on a vu la tribu. Non, je crois que j'ai fait le tour, si je ne m'abuse. Donc, voilà un petit peu, je vous ai brossé. Et maintenant, il y a un calendrier. Calendrier pour l'identité numérique avec des actes d'exécution qui devraient sortir en novembre 2024 et un an plus tard pour les services de confiance. La question, on me dit souvent, ouais, mais on va attendre alors l'arrivée des actes d'exécution. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur par rapport aux acteurs. C'est la fin de la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a d'important, c'est le time to market. Le time to market va devoir se déterminer non pas seulement avec la capacité de réaction, mais la capacité de proaction, je dirais. Cette capacité de proaction, c'est déterminer en fonction de ce que l'on connaît de l'état de l'art technique, en fonction de ce que l'on a vu, de ce qui est en train de se passer, comment nos services, comment les services de confiance, comment l'usage que je vais en faire, si je ne suis pas prestataire de service de confiance, va pouvoir être clairement défini par rapport à ça. Juste pour vous dire encore une chose, je suis hyper bavard aujourd'hui. Non, mais c'est bien. Partez d'un principe, c'est que la signature électronique qualifiée est dans la trajectoire aussi
pour toutes les personnes qui veulent mettre en place de la signature électronique. Beaucoup d'États, notamment des États d'Europe du Nord, utilisent fréquemment la signature électronique qualifiée. Vous pensez, lorsque je dis ça, à l'Allemagne, bien évidemment, mais d'autres États sont en train de généraliser cela. Le fait qu'on puisse l'activer à distance, vous imaginez que c'est une plus-value aussi. La CJUE s'en est emparée. À 2 reprises, on a eu 2 décisions sur de la CJUE à ces questions, notamment une de 29 février 2024, qui dit la chose suivante. La signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu'une signature manuscrite. Article 25, paragraphe 2 du règlement IDAS de 2014, mais qui n'a pas été changé par celui modificatif de 2024. Avec cela, ce que ça signifie, c'est que donc ça a les mêmes effets juridiques. Sauf que une signature manuscrite, elle peut être déniée devant un juge. Sachez que le code de la procédure civile en France, mais les autres codes de procédure dans les autres États disent approximativement la même chose lorsqu'ils sont issus du droit civil, du droit napoléonien, je dirais comme ça. On peut dénier la valeur d'une signature manuscrite. Ce que ça signifie, c'est que la présomption de fiabilité des signatures électroniques qualifiées peut être, si le juge le considère, remise en cause. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technique seule est claudicante. Le droit seul est inutile. Ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir travailler ensemble. J'avais beaucoup aimé le fait, ce que disait la personne de l'ARS, je m'excuse de ne pas avoir retenu son nom. Sandrine Petitjean. Voilà, donc je vous prie de m'excuser, Madame Petitjean. Ce qu'il y a d'important, lorsqu'on veut mettre en place un projet, c'est d'intégrer la donne juridique au début du projet. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des espèces d'illusions qui sont portées par certains acteurs du marché, pas forcément les plus diligents, qui disent « faites cela et ça sera nickel. On vous donne tout, prenez ça, hop, sur l'étagère, c'est bon, c'est fini. » Non. Le droit, la technique, mais également, je dirais, les process métiers doivent être passés au crible, doivent être mis en réflexion, doivent être bougés pour répondre aux besoins et exprimer. Donc, c'est au début. Souvent, ça nous arrive fréquemment de nous retrouver plutôt à la fin du projet et de nous retrouver un petit peu en disant « ouais, mais ça, vous voyez, c'est sympa, c'est ce qu'on vous a promis, mais ce que vous nous montrez, ça ne répond pas à la promesse qui a été faite. » Et donc, ça embête tout le monde. Donc, on est obligé de détricoter pour retricoter. Bon, c'est l'intérêt de prendre un avocat. Mais si on avait été vu un petit peu en amont, ça aurait coûté moins cher et pour eux, et on aurait été plus dans le time to market par rapport au projet que les gens voulaient mettre en place. Donc, pensez à nous plus tôt. Pas le chien de Mickey, plus tôt. Oui. Et peut-être une dernière question qui est liée à tout ça. En termes d'identité numérique, avec ce portefeuille, quel est l'impact? Alors, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être tout le monde, il y a une confusion là. On a une carte d'identité électronique, on a l'application maintenant France Identité. Est-ce que tout ça sera réuni au sein de, je sais pas, d'une même app, dans la puce? Ça va se matérialiser comment? Je pense que ce serait bien prétentieux de vous dire que j'ai une vision claire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certains schémas d'identification qui ont été publiés, notamment par rapport à France Identité, à un niveau élevé. Le schéma de certification, c'est ce qui existe dans le cadre du règlement IDAS 2014. Ici, avec le portefeuille d'identité numérique, partez du principe qu'il y a le portefeuille d'identité numérique et le schéma d'identification. Les deux coexistent. Vous voyez ce que je veux dire? L'un nourrit l'autre. Ouais. D'accord. Donc, on peut supposer qu'il va y avoir une interaction forte. Tant que je ne l'ai pas vu, et je suis un petit peu comme saint Thomas, je ne peux vous dire que on devrait arriver à quelque chose qui merge, qui se rapproche. Mais ça serait, c'est faire des plans sur une magnifique comète. Entendu. Bah, écoutez, merci. Les 30 minutes de Jack Bauer sont écoulées. Merci, Maître Agossi. Si vous avez d'autres questions, chers amis qui nous écoutez, il faudra appeler le cabinet Caprioli
et Agosti, c'est ça le nom? Caprioli associé. Moi, vous savez, je suis Associé. associé, on est avec un S et ça me va, et c'est très bien comme c'est. D'accord, d'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir été présent cette année encore. Et puis, bah, écoutez, à bientôt.